à tous, nous nous trouvons ici dans l'église Notre-Dame de l'Assomption qui se situe à Tourette-le-Vins. Donc c'est une église de type baroque qui a connu ses plus grosses modifications entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Nous avons ici de nombreux trésors qu'on va essayer de découvrir tous ensemble. Donc on se trouve ici devant le magnifique hôtel baroque qui est un hôtel en bois polychrome et doré et qui se démarque par sa richesse. Donc ce retable a été restauré il y a quelques années par une restauratrice spécialisée qui nous a permis de redécouvrir les couleurs d'origine et de découvrir vraiment la richesse que ce retable peut nous offrir. Ici, on retrouve vraiment les codes du baroque, notamment par la richesse du décor, la dorure, le dynamisme de l'architecture avec les colonnes torses et les ressauts qui avancent et qui reculent, qui donnent un côté très dynamique à cette architecture. Donc l'église est consacrée à Notre-Dame de l'Assomption et donc c'est elle qu'on retrouve au centre du retable. On la reconnaît notamment avec sa couronne, son sceptre. Elle est reine des anges et des cieux, donc elle se situe au-dessus des anges et elle est dorée. Les collatéraux de l'église ont été réalisés au XVIIIe siècle, date à laquelle on a récupéré les reliques, mais on constate au niveau de l'architecture du retable qu'on est quand même plus tardif, on est sur du néoclassique. Et donc on peut supposer que cet hôtel a été réalisé au XIXe siècle. On revoit les références au vocabulaire de l'Antiquité, mais avec la finesse du XIXe siècle, les petites perles qui ornent le fronton, voilà, qui confèrent un vrai style néoclassique à cet ensemble. Donc nous avons récupéré il y a quelque temps 2 panneaux des Bréa. Donc c'est une vraie chance pour nous puisque ce ne sont pas des tableaux qui sont originaires de l'église. Ils nous ont été confiés grâce à des mécènes que nous avons sur la commune, monsieur et madame Tordeau, qui nous ont permis d'avoir ces 2 trésors dans l'église. Donc ici on se trouve devant le plus ancien. Donc, il s'agit d'un panneau représentant l'Annonciation qui a été réalisé par Ludovic Bréa. Donc, Ludovic Bréa est celui de la famille des Bréa qui est quand même le plus connu. On se situe entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Ludovic Bréa, c'est celui qui va faire rentrer la région niçoise dans l'ère de la Renaissance. C'est lui qui abandonne les codes traditionnels en premier et qui va se pencher sur l'étude de la perspective, les compositions et encore plein d'autres techniques très intéressantes qu'on va retrouver dans ce tableau. Ce qui est intéressant avec Ludovic Bréa, c'est qu'il va naviguer entre Gênes, Nice, etc. Et il ne faut pas oublier que Gênes était un port commercial très important à l'époque, grâce auquel de nombreux artistes et de nombreuses influences allaient venir inonder la région, et notamment l'influence flamande et nordique. Et donc Ludovic Bréa va s'en inspirer fortement dans ses tableaux. Donc ici on est devant une annonciation. Donc l'annonciation, c'est le moment où l'archange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va devenir mère de Jésus. Et donc on voit bien là dans la position de la Vierge l'acceptation, en même temps la peur. C'est assez intéressant de voir tous ces sentiments qui transparaissent dans ce tableau d'une façon assez remarquable. Donc on retrouve ici toutes les caractéristiques de Ludovic Bréa qui sont condensées dans ce tableau. D'abord une très belle maîtrise de la composition, notamment avec la maîtrise de la perspective, qu'on voit ici grâce aux carreaux qui nous créent une ligne de fuite. Idem pour les caissons du plafond qui nous créent une belle perspective. L'architecture avec les fenêtres, les portes. Donc là, vraiment, on a une impression d'espace dans le panneau qui est devant nous. Ensuite, on retrouve aussi une grande caractéristique de Ludovic Bréa, c'est la majesté des personnages, qui annonce déjà un petit peu le baroque et l'étude et la précision dans les drapés. Je reviens juste sur la composition avec l'archange, qui est situé un petit peu au-dessus du sol et qui donne là beaucoup de légèreté à l'ensemble. Il y a eu beaucoup d'annonciations qui ont été faites par Ludovic Bréa. Celle-ci se situe un petit peu à la fin de sa carrière, donc il a beaucoup étudié la composition. Et on voit que par rapport aux annonciations précédentes qu'il a réalisées, le fait de soulever l'archange va amener beaucoup de légèreté à l'ensemble.
Ensuite, on a aussi la technique du sfumato, donc qui était une technique qui a été faite notamment par Léonard de Vinci, qui est bien maîtrisée ici par Ludovic Bréa, notamment dans les visages. Donc le sfumato, c'est quoi? C'est estomper les contours pour donner un petit effet vaporeux à l'ensemble. Et ça va donner aussi un effet mélancolique à l'œuvre. Donc là, c'est assez bien maîtrisé. Donc je termine avec l'étude des paysages et le soin apporté aux paysages par Ludovic Bréa. Et là, on reconnaît tout à fait l'influence nordique et flamande dans les paysages des primitifs niçois et notamment de Ludovic Bréa, qui date de 1515. Voilà, donc là, on arrive sur un autre panneau qui représente Saint-Sébastien et Saint-Roch, qui sont deux saints protecteurs de la peste. Donc ici, c'est un panneau qui a été réalisé par François Bréa. Un petit peu plus tardivement, on est en 1550. Donc François Bréa est le neveu de Ludovic Bréa. Donc on est sur un tableau qui est plus tardif et cependant, on retrouve une composition qui est beaucoup plus frontale, plus archaïque. Donc ce qui peut nous surprendre. C'est là qu'on voit tout le génie d'ailleurs de l'oncle Ludovic Bréa. Malgré cette frontalité dans la composition, on peut quand même noter de très beaux éléments sur ce panneau, notamment sur le travail de la couleur. François Bréa était un très bon coloriste et il nous montre là toutes ses capacités en utilisant des demi-teintes, en utilisant un très beau contraste entre le corps nu de Saint-Sébastien et l'habit très travaillé de Saint-Roch. Et aussi, c'était un très bon paysagiste. Et là, on peut le constater en arrière-plan. On a un paysage qui occupe la totalité de l'arrière-plan et qui unifie justement cet arrière-plan devant les deux saints qui sont, eux, positionnés de façon très frontale. En ce qui concerne Saint-Roch, donc c'est un saint protecteur de la peste. Donc c'est un saint qui lui-même a eu la peste. C'est pour ça qu'on le voit souvent en train de montrer son bubon de peste. Et donc c'est un voyageur, un pèlerin. On retrouve ici tous les codes qui nous évoquent le pèlerinage, notamment sur son chapeau. On retrouve la coquille Saint-Jacques, le bâton du pèlerin et aussi le fait qu'il soit barbu. Ça évoque le voyage, le pèlerinage. Quant à Saint-Sébastien, donc c'est un saint dont le martyre a été d'être transpercé par des flèches, les flèches qui représentent la maladie. Voilà pourquoi on les représente souvent ensemble en tant que protecteurs des maladies. Au niveau de la technique, on voit que malgré une composition très archaïque et frontale, François Bréa maîtrisait les techniques de son temps et notamment le sfumato dont on a déjà parlé avec Ludovic. Là, on retrouve un beau modelé des visages avec toujours ce côté énigmatique et vaporeux. Donc ici, on se retrouve devant un autre tableau représentant Saint-Roch, donc Saint-Roch protecteur des épidémies et de la peste. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est déjà le travail de la lumière, du clair-obscur. On voit vraiment son visage qui est éclairé par la lumière divine. On voit qu'il est accompagné de son chien, qui est un des symboles récurrents de l'iconographie pour reconnaître ce saint. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que lorsqu'on l'a restauré, il était entièrement noir. On ne voyait plus que le visage de Saint-Roch. Et lors de la restauration, on a pu découvrir un magnifique paysage derrière lui qui représente la ville de Nice et qui donne une très belle vision de la ville de Nice à cette époque-là. On voit le Paillon, on voit un pont qui traverse vers Vieux-Nice, on voit la colline du château. Donc c'est assez sympathique de trouver ce paysage. Ici, on se trouve devant un panneau qui a été réalisé par Giovanni Rocca, qui est un peintre de la région niçoise au XVIIe siècle. Ce qui est intéressant avec ce tableau, déjà, ce sont ses prédelles. On constate ici que nous avons des pénitents blancs. Or, à Tourette, il y avait une confrérie des pénitents blancs et nous avons même une chapelle dans le vieux village qui leur était dédiée. Donc ce tableau était était placé dans la chapelle des pénitents blancs et ensuite a été placé dans l'église quand la chapelle s'est effondrée. Donc ici on est au XVIIe siècle et on a une composition alors là complètement archaïque. On retrouve les prédelles, des personnages très frontaux, mais on a quand même un travail des drapés et un modelé des visages. Ce qui est assez surprenant dans ce tableau, c'est les proportions des personnages. Donc ici, on a une Pietà,
Donc c'est-à-dire que c'est après la mort du Christ, après la descente de croix, le Christ qui est enveloppé par sa mère pour les derniers adieux. Et donc on voit que là le Christ se retrouve sur les genoux de Marie pour qu'elle puisse se recueillir. Donc si on regarde bien le tableau, on se rend bien compte que le Christ est quand même tout petit au niveau des proportions par rapport à sa mère. Ce n'est pas tant que le peintre ne savait pas peindre, mais c'est un effet d'optique qui est volontaire pour donner cette impression de protection et d'enveloppe fait par Marie au moment où elle lui dit adieu. Là, Marie est entourée de 2 saints, donc Saint Antoine Abbé et Sainte Hélène. Et dans le registre supérieur, on retrouve une annonciation. Ici, on va admirer la voûte qui, elle, date du 19e siècle. Donc on voyage dans le temps dans l'église de Tourette-le-Vins. On va retrouver des éléments du 17e, du 18e, du 19e pour au final un rendu quand même assez homogène. Donc ces fresques du 19e siècle, dans chaque cartouche, représentent des éléments de la religion chrétienne et notamment celui qui est au-dessus de moi. Il s'agit d'un pélican qui donne sa propre chair à ses enfants. Et là, ça représente donc une des vertus principales de la religion catholique, c'est-à-dire la charité. Si vous souhaitez venir visiter l'église de Tourette-le-Vins, c'est possible durant les mois de juillet et août en s'adressant à l'espace culturel pour qu'on vous ouvre l'église.